Voici la pensée de la semaine. La santé est un trésor que ni l'or ni l'argent ne peuvent acheter. Prends-en soin car elle est la source de toute vie. Une invitation donc à prendre soin de nous-mêmes et de notre communauté. Parlons maintenant de l'accès aux soins en Côte d'Ivoire. Quels sont les vrais défis? Comment guérir les maux qui empêchent beaucoup d'entre nous d'avoir un suivi médical de qualité? Nous accueillons nos invités pour en débattre. Nous sommes donc en compagnie de Dr Ake Michael Alexis, médecin pédiatre, médecin de santé publique, médecin urgentiste et secrétaire général adjoint du syndicat national des médecins de Côte d'Ivoire. Bonsoir docteur. Merci, bonsoir. Nous sommes également en compagnie de Dr Kofi Kan, docteur en soins infirmiers, enseignant, chercheur autonome, chevalier dans l'Ordre du Mérite national de Côte d'Ivoire et président de l'Ordre des infirmiers de Côte d'Ivoire. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Et nous avons aussi avec nous Jean-Marie Yévou, citoyen ivoirien. Bonsoir monsieur Yévou. Bonsoir. Alors avant de commencer notre débat, nous allons visionner une vidéo qui va poser les bases de notre réflexion et introduire les principaux enjeux du sujet du jour. Regardons ensemble. Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je viens dénoncer un fait qui s'est passé tout à l'heure à l'hôpital de Port-Boué. Ma fille a fait une crise de drépano le lundi. Nous sommes arrivés à Port-Boué le soir. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital de Port-Boué, on m'a demandé d'aller faire un examen. Quand le médecin l'a contrôlé, le médecin dit que ses yeux sont pâles. Donc d'aller faire un examen pour connaître son groupe. Parce que moi-même, j'étais troublée, j'avais oublié parce que je ne voulais pas faire un faux, je ne voulais pas donner un faux truc, donc j'avais peur. Donc c'est comme ça que je suis allée faire l'examen. Je suis venue, il m'a dit que la petite fait une anémie sévère, avec un palud sévère. Donc il va lui faire une transfusion sanguine. Et donc c'est comme ça que je suis allée acheter la poche de sang et puis ils ont placé à ma fille le lundi soir et ce médecin lui il est parti. Donc le lendemain ils ont enlevé puisque le sang était fini, ils ont enlevé et on était resté jusqu'au soir. Tous ceux qui venaient, je leur disais, les médecins qui se relaient, je leur disais que ma fille, on nous a admis ici que ma fille elle est drépare. Donc, ils ont mis un sang hier et je n'ai plus de suite. On me dit, on a compris, ils sont partis. Quand ils sont partis, ils sont revenus faire des injections sur son bras. Et puis, après, ils ont mis un ballon. Où est le ballon? Ils ont mis celui-ci. Lui, ils ont mis ça. Ils ont mis ça. Après, puisque ça passait pas, et puis ils ont enlevé, ils ont mis un deuxième. Alors ma fille a commencé à convulser. Je suis allée leur dire, mon enfant convulse. Ils m'ont dit non, que à cause de son état, par lui, il est trop élevé. Je dis non, elle est drépare. Elle est drépare, s'il vous plaît, aidez mon enfant. Donc, ils sont partis. Ils m'ont dit, bon, prends ordonnance, va acheter les ordonnances. Je suis partie acheter les ordonnances, je suis venue, ils ont fait des injections avec ce ballon. Ce ballon est resté. Quand c'est fini, ils ont mis un ballon, lui, il a la couleur jaune. J'ai interpellé encore, puis moi, on m'a dit que quand quelqu'un est drépare là, on ne met pas ça là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait injection. Autre médecin vient, j'interpelle, j'ai dit ma fille est drépare. Le premier médecin qui nous a reçu dit qu'elle fait une anémie sévère. Donc elle a besoin de sang. De lundi, c'est hier, je suis partie encore. Pendant ce temps-là, on me presse tellement d'ordonnances. Je paye seulement dans le but de sauver mon enfant. Et je suis partie. On m'a donné autre encore. Je suis partie. Et je suis retournée. Ma fille dit elle a mal au ventre. J'ai dit mon enfant mal au ventre. Ils m'ont donné un écho. Je suis allée faire écho jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se trouve dans l'écho. J'ai dit mais vous êtes parti. J'ai donné le résultat. Ma fille a quoi?
On me dit on va venir jusqu'aujourd'hui. Ils sont venus me remettre. On m'a pas dit ce dont l'enfant souffre. Je suis partie appeler une dame. J'ai dit, madame, s'il vous plaît, ma fille est malade. Ma fille est malade. Aidez ma fille. Depuis elle est là. Ils l'ont mis, finalement ils l'ont placée sous oxygène parce qu'elle n'arrivait plus à respirer. J'ai dit, bon, ma fille, vous l'avez mis sous oxygène, mais ses yeux sont toujours pâles. Elle me dit, tu penses que nous on a assis ici, là, on fait rien, ou bien on a assis comme ça. J'ai dit, maintenant ne me parlez pas comme ça, je ne veux pas que mon enfant meure. Ils vont me donner un autre examen hier pour aller faire. Sur l'examen, quand je suis venue à l'examen, on me dit anémie sévère, transfusion immédiate. Le résultat est resté avec 1 heure de temps. Comme je ne les voyais pas, je suis partie les interpeller. Je dis, résultat de mon enfant, le résultat de sang, là, c'est comment? On me donne une ordonnance de partie. L'ordonnance, je suis allée acheter le médicament pour venir. Maintenant, le médecin dit, bon, il dit à la sage qui était là, il dit, bon, c'est à la pédiatrie de Paboué. Il dit à la dame, prends le médicament, va injecter l'enfant. Maintenant, il me demande c'est quel enfant. La dame dit quel enfant. Maintenant, moi, je dis c'est de l'eau. Il regarde, il la crasse sa tête, il dit, qui a fait ça, qui a fait l'ordonnance là. La dame dit, mais c'est toi qui as fait l'ordonnance là. Il dit, ah, je me suis trompé. Parce que l'ordonnance porte le nom de Valet Prunel. Mon enfant, c'est de l'eau Avila. Et je paye le médicament, j'envoie. Ils ont failli injecter ça à mon enfant. Ça, moi, j'ai dit, bon, dans ce cas, qu'est-ce que vous injectez depuis à mon enfant? C'est que vous vous trompez de médicament. Alors, la vidéo qu'on vient de visionner a fait le tour de la toile ces derniers jours. Messieurs, on l'a vu ensemble. Quel commentaire vous pouvez faire de cette vidéo? On va faire un tour de table. On va commencer par Dr Aké. Bien, merci. Alors, c'est toujours un plaisir de parler des questions de santé. Et il faut dire aujourd'hui, pour parler d'un mot qui mine les questions de santé avec l'actualité, il y a une crise de confiance qui est déjà installée entre la population et le personnel médical. Il y a des problèmes de communication et ce climat délétère avec aujourd'hui le phénomène des réseaux sociaux, ça ne fait qu'empirer les choses. Voilà. Et nous sommes déjà désolés pour ce qui est arrivé à l'enfant de la dame. On n'a pas tous les contours du dossier médical pour se prononcer. Nous sommes tous émus. On présente nos condoléances à la dame. Mais c'est des problèmes qu'il va falloir régler le plus tôt possible pour pouvoir régler et rétablir la confiance entre la population et nous. Justement, c'est pour ça que nous sommes là ce soir. On va essayer quand même d'avoir des pistes de solutions. Monsieur Yevou? Moi, je suis altéré. Quand je vois ce reportage, je n'en reviens pas. On se croirait dans un campement, mais monsieur, nous avons des médecins qui sont censés être formés. Vous voyez le cri de détresse de la femme? Je ne crois pas, je n'en reviens pas. Notre État, notre pays paye et forme des médecins. Est-ce pour que le peuple en pâtisse ou pour aider à soigner la population? Je n'ai pas l'impression. On va revenir à vous, monsieur. Non, mais ce n'est pas vrai. Docteur Kofi Kan. Bien, merci, madame. Nous avons vu ensemble tout à l'heure la vidéo, mais avant d'aborder la question qui fait l'objet de ce débat, je voudrais, au nom du bureau du Conseil national de l'Ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire, adresser mes remerciements à votre chaîne, voilà, qui nous permet aujourd'hui de nous adresser d'abord à nos confrères et consoeurs, les infirmiers et infirmières, voilà, qui ont fait confiance à l'équipe de leadership soignant qui est sorti des urnes le 26 octobre 2024 à l'issue du processus électoral qui a visé la mise en place du tout premier Conseil national de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire après le Parlement ivoirien qui a voté la loi depuis le 13 octobre 2022. Voilà, ceci dit,
c'est avec amertume en tant que parent, en tant qu'habitant, bon, de voir une femme en larmes comme ça, pleurer. Maintenant, pour les faits qui sont à l'origine du désarroi de la dame, il faut bien aller à la source au niveau de la structure de santé, s'informer avant de pouvoir porter vraiment je veux dire, un jugement objectif. Voilà, là, nous voyons une vidéo. Bon, les larmes, pardon, tout le monde est sensible aux larmes d'une maman, mais il faut aller à la source pour vraiment s'enquérir des faits du dossier pour pouvoir se prononcer. Voilà, c'est là que je peux m'arrêter pour le moment. Alors, comme je l'ai dit, cette vidéo servira de base en fait à notre débat du jour. Peut-on dire que l'accès aux soins aujourd'hui en Côte d'Ivoire est un droit effectif pour tous? Monsieur Yvon. Visiblement, non. Pourquoi? Vous avez suivi le même reportage que moi. La dame est dans un désarroi. Elle est perdue. Elle ne sait pas à quel sens se vouer. Non, mais nous avons des médecins qui sont censés être formés, donc connaître leur travail. Il arrive qu'il y ait des morts à l'hôpital, mais tout de même, il y a un préalable. Prendre soin d'un malade, c'est tout ce qu'on leur demande. Enfin, ils sont payés pour ça, ils sont formés pour ça, et on n'a pas l'impression que c'est ce qu'ils font. Docteur Aké, dans la pratique quotidienne de votre profession, tous les jours, qu'est-ce que vous observez? Sur quel plan d'abord? Sur le plan de l'accès aux soins aux patients. D'accord. Bon. Quand on parle d'accès aux soins, je vais revenir sur ce que Monsieur Yévo a dit. Et effectivement, les médecins de Côte d'Ivoire sont formés. Ils sont bien formés d'ailleurs. Et vous voyez, un médecin généraliste aujourd'hui, en plus de sa connaissance en médecine générale, a au moins une spécialité en plus. C'est des personnes bien formées qui sont affectées dans les hôpitaux. Quand il y a ce genre d'informations, il faut bien aller aux sources pour s'informer. Parce que généralement, quand nous sommes tous allés aux sources, il s'avérait qu'il y avait de l'émotion et qu'en la réalité, les médecins ont bien fait leur travail. On a plusieurs cas comme ça. Ils ont tellement bien fait leur travail que la petite fille est très facile. Je viens. Voilà, les médecins ont bien fait leur travail. Excusez-moi, on a malheureusement, surtout ces dernières semaines, vu beaucoup de vidéos de ce genre, mais prendre la toile, les personnes dans ces vidéos-là se plaindre d'avoir été mal reçues ou de n'avoir pas été pris en charge dès leur arrivée à l'hôpital. Je pense que c'est ce qui mène à ce débat-là aujourd'hui. D'accord, comme j'ai dit, quand on va aux sources, quand on va aux informations, les médecins font bien leur travail. Il y a un gros problème de communication qui est à la base de tout ça. En fait, ça a été reproché au cadre de santé qui ne communiquaient pas assez, ce qui créait des malentendus et tout. Mais je pense que ces dernières années, c'est des choses qui sont quand même prises en compte et tout. Voilà, les choses sont en train de se faire. Aussi aujourd'hui, nous avons créé le syndicat des médecins de Côte d'Ivoire. C'est parce que la santé a beaucoup de problèmes. Et le premier individu qui est vu, tout de suite, on dit le médecin. Alors quand on va aux sources, mais c'est même pas le... Vous voyez, quand il y a un problème dans la santé, c'est le médecin qui est vu. Effectivement, parce que c'est le maillon essentiel de la santé. Voilà. Alors que ce médecin-là, il est maltraité. Mais on ne dira pas ça. Voilà, le médecin est maltraité. Comment est-il maltraité? Dites aux Ivoiriens, comment le médecin est-il maltraité? J'en viens. Voilà. Merci. Donc, le médecin, qui est le pilier essentiel de la santé, n'est pas bien traité par son ministère. Je ne suis pas venu parler des questions d'argent et tout, mais vous voyez, la population, elle se plaint. Pour que la population se plaigne, elle a le 143 pour dénoncer. Vous savez? Est-ce que vous savez que les médecins sont battus dans les hôpitaux? Par qui? Par la population. Tout le monde vient à l'hôpital avec son éducation. Il y a certains qui sont respectueux et tout, mais il y a aussi des gens mal intentionnés que nous recevons à l'hôpital. Les gens viennent avec des couteaux et ça ne passe pas dans la presse. Ouais.
nous vivons beaucoup de choses à l'hôpital. Excusez-moi, docteur, mais il n'y a pas de service de sécurité dans les hôpitaux? Malheureusement, on a des vigiles, généralement dans nos hôpitaux, mais il y a parfois, nous appelons la police en renfort. Voilà. Donc il y a beaucoup de problèmes dans le secteur de la santé. Comme je dis, c'est ce qui a valu la création du syndicat des médecins de Côte d'Ivoire, qui est un syndicat, c'est une association de la société civile, hein, qui vient en aide au gouvernement en proposant des solutions. C'est-à-dire en proposant des solutions. Et parmi ces solutions, c'est de remettre le médecin au cœur du système de santé. Mais justement, on allait en parler, les conditions d'exercice des agents de santé aujourd'hui, sont-elles optimales? Bon, déjà, vous avez parlé d'un souci. Bon, vous avez largement brossé le volet financier, le volet sécuritaire. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, il y a aussi l'honorabilité. Hein. Voilà, il faut respecter un médecin de la même manière qu'on respecte les honorables députés. Voilà, et tout. Il y a tout ça. Voilà. Docteur Kofi Kan. Bien. Moi, je dirais qu'au niveau de l'organisation des corps de profession, effectivement, comme le docteur Aké le disait tout à l'heure, chaque profession est régie par un code de déontologie qui va, n'est-ce pas, encadrer le comportement du professionnel après sa formation professionnelle. Et donc, pour ce qui nous concerne, par exemple, en Côte d'Ivoire, depuis le 13 octobre 2022, l'État de Côte d'Ivoire a pris la décision de donner la possibilité au personnel infirmier de pouvoir prendre en charge l'organisation, la surveillance de la pratique des soins infirmiers sur l'ensemble du territoire national. C'est cet outil qui va permettre aux professionnels eux-mêmes d'avoir l'œil sur l'organisation des services qu'ils offrent à la population. Et donc, à ce niveau, nous disons que c'est vraiment l'outil qui va permettre vraiment de garantir la qualité des services attendus par la population. Alors, je pense que, comme le docteur Aké l'a dit tout à l'heure, en général, quand on arrive à l'hôpital, on a tendance à tout de suite pointer du doigt les médecins quand quelque chose ne va pas bien. Mais je pense qu'à l'arrivée d'un hôpital, avant de voir le médecin, on a les infirmiers avant... Le personnel paramédical. Avant le personnel paramédical, avant les médecins. Quel est votre rôle? Parce qu'on va dire, si des personnes sont pointées du doigt, vous êtes aussi, on va dire, en première ligne. Bien, puisque votre émission est d'abord, avant tout, une émission d'éducation du public, je voudrais corriger que le concept de paramédical n'est pas indiqué pour responsabiliser un professionnel face à sa responsabilité. Donc, nous parlons du personnel infirmier. Voilà. Quand il s'agit du personnel infirmier, il faut dire le personnel infirmier. Voilà. La paramédicalité, c'est un concept qui est vide de sens. Et donc, si nous voulons améliorer les services à la population, il faut responsabiliser chaque corps de profession par rapport à sa fonction professionnelle. Quand vous dites paramédical, de qui vous parlez, comprenez? Docteur Aké, voilà. Vous pouvez répondre à ça? Non, on ne fera pas ce débat ici, mais on se comprend. En fait, il y a effectivement autour du médecin, il y a plusieurs corps de métier. Quand vous entrez, il y a un vigile, il y a des ambulanciers, il y a des aides-soignants, les ASH, les assistants d'hygiène, des hospitaliers et tout. Voilà, c'est tout ce personnel-là qu'on appelle le personnel paramédical. Maintenant, aujourd'hui, bon, comme les soins infirmiers ont été professionnalisés, donc il y a la profession infirmière, comme il a dit. Voilà, c'est tout. D'accord, donc, alors, à partir de maintenant, il ne faut plus dire personnel paramédical. Il faut dire le personnel de santé. La secrétaire est un personnel de santé, le vigile est une ressource humaine qui travaille au service de l'hôpital. Donc c'est l'ensemble des ressources humaines qui offrent des services pour la santé, c'est des personnels de santé. Alors pourquoi Parmi les personnels de santé, il y a des professionnels et puis il y a des ressources humaines, des personnels de service. Alors, moi j'aimerais vraiment comprendre, et pour que les téléspectateurs comprennent aussi, parce que dans la préparation de cette émission, tous les médecins avec qui j'ai discuté justement ont classé les infirmiers et infirmières dans ce groupe paramédical-là. Non. Donc j'aimerais bien comprendre quelle est la différence corps médical, personnel paramédical, enfin... Très bien, merci. Donc vous précisez maintenant en fait votre idée. Nous sommes aujourd'hui en 2025
nous sommes dans le 21e siècle. Et donc, la santé a évolué dans le monde entier. Et donc, le discours également des professionnels doit pouvoir suivre cette évolution de la santé-là. Dans les... Je veux dire, dans les époques passées, il y avait le concept de... Il y avait un concept qu'on appelait la médicalisation des systèmes de santé. Ça, c'était vraiment au XVIIIe siècle. Voilà, au XVIIIe siècle, en fait, la santé était régie par le savoir médical. C'est-à-dire, pour parler santé, il faut réfléchir en médecine. Et donc, les systèmes de santé dans le monde entier se sont organisés en construisant des hôpitaux comme des usines où on allait acheter la santé. Mais à partir des années 70, 1970, les États se sont rendus compte qu'en fait, ils n'avaient pas les moyens pour pouvoir supporter le coût de ce système-là. C'est-à-dire qu'il fallait attendre que la population soit malade pour venir à l'hôpital, construire beaucoup d'hôpitaux pour attendre les malades. Donc, dans le monde entier, l'Organisation mondiale de la santé a organisé l'Assemblée mondiale de la santé. Et en 1977, ils ont rendu compte que cette approche ne pouvait pas permettre à l'humanité de pouvoir accéder à la santé. Donc il fallait changer d'approche. C'est comme ça qu'on a adopté l'approche qu'on appelle l'approche des soins de santé primaires, où la population elle-même, à partir de l'environnement dans lequel il vit, va prendre des mesures pour préserver sa santé. Maintenant, si après ces mesures-là, il arrive que il y a une occurrence de maladie, on va recourir bien sûr au système hôpital, mais on renonce quand même à l'ancien système du XVIIIe siècle qui disait que, enfin, il faut construire beaucoup d'hôpitaux et puis quand les gens sont malades, ils viennent à l'hôpital pour payer la santé, pour acheter la santé. Cette approche, en tout cas depuis 1977, l'OMS a renoncé à ça. Et donc, à partir de là maintenant, la santé n'est plus l'apanage du seul savoir médical, du seul savoir du médecin. Tous ceux qui ont des savoirs qui peuvent concourir au bien-être de l'humain, tous ces savoirs-là sont mis à contribution, voilà, sont mis à contribution pour offrir la santé aux populations. Donc il y a eu cette première évolution-là. Et donc à partir de cet instant, on ne peut pas dire que mais au centre de la santé, il y a la médecine et puis le reste, ils sont à côté de la médecine. Vous comprenez? Très bien, je crois qu'on comprend la frustration de Dr Kofiko. On va revenir au centre du débat. Il y a eu deux cas. Il y a par exemple le phénomène du VIH-Sida et puis dernièrement la crise de Covid-19. Le VIH-Sida, la médecine au départ n'avait pas de solution. C'est vous les journalistes qui éduquez les gens pour se prévenir. Vous comprenez? Oui. Quand on est arrivé dans le Covid, la médecine n'avait pas de solution. C'est un problème de comportement également. Il fallait mettre des masques. Voilà, pour pouvoir sortir du Covid. Et ça, c'est ceux qui ont été mis au premier rang, c'est le personnel infirmier. La résilience du système de santé a été reposée, c'est reposé sur vraiment les personnels infirmiers et sages-femmes qui étaient les éducateurs des populations par rapport à cela, avant d'accéder au médecin qui va faire une ordonnance. Donc, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas les ordonnances qui ont réglé le problème du Covid-19. Merci docteur, il n'y a pas de problème, on va revenir... La santé aujourd'hui, en l'an 2025, n'est pas, on ne peut pas dire que c'est... On va revenir au centre du débat, s'il vous plaît, docteur Kofiko. Alors, on va parler de la CMU, qui est censée être un levier d'équité. Est-ce que la CMU fonctionne bien? Monsieur Yevou, est-ce que vous avez déjà utilisé la CMU? Et est-ce que ça a fonctionné? Moi, ce que je constate, c'est que dans ce pays, un malade qui n'a pas d'argent, eh ben, il peut aller mourir partout où il veut, sauf à l'hôpital. Tu arrives à l'hôpital, tu n'as pas d'argent, on ne s'en occupe pas, on ne s'en préoccupe pas. Vous n'êtes pas considéré. Je mets mes frères... Mais est-ce que vous avez déjà utilisé la carte CMU? Est-ce que ça fonctionne? Non, je ne l'ai pas utilisé, je ne vais pas mentir, je ne l'ai pas utilisé. Quand j'ai été malade, j'ai utilisé mon assurance. Enfin, l'assurance pour l'entreprise pour laquelle je travaillais. L'assurance de l'entreprise pour laquelle je travaillais. D'accord. Docteur Ake, fonctionnement de la CMU, on va dire de tout ce qu'on sait, oui. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de la carte CMU. Qu'est-ce qui coince, selon vous?
Bon, il va falloir d'abord évoquer les problèmes pour que je puisse répondre. Alors, Mais de, on arrive, de mon expérience, je connais des gens qui utilisent effectivement la carte CMU et ça passe bien dans certains centres. Oui. Dans certains centres, parce qu'il y a on a des retours aussi de personnes qui utilisent la carte CMU, mais pour qui ça ne marche pas. Quelles sont les insuffisances autour de cette carte CMU? Bon, en fait, je ne pense pas trop être la personne indiquée pour défendre la CMU, mais de mon expérience... Je veux dire, par exemple, dans les hôpitaux pour lesquels vous travaillez, est-ce que vous recevez beaucoup de patients qui viennent avec la carte CMU? Oui, les gens viennent avec la carte CMU, ça marche dans mon hôpital, donc je ne dirai pas le nom, ça marche bien chez moi. Et tout. C'est peut-être les week-ends où le service ne fonctionne pas, voilà, c'est tout. D'accord. Alors, on va parler de la... Pourquoi les week-ends, ça ne marche pas? Bonne question. Bon, peut-être qu'ils ne sont pas là, ils ne sont pas en service le week-end. Voilà. Le week-end, on n'a pas le droit d'être malade. Enfin, le week-end, on ne tombe pas malade. Vous avez bien le droit à tout, mais enfin, il y a un guichet CMU. Si le guichet est fermé le week-end, bon, je ne peux pas justifier pourquoi. Bon, on fera peut-être un débat autour de ça pour comprendre le fonctionnement de cette carte. Puisque le CMU n'est pas... c'est vrai que c'est pour la santé, mais c'est une structure entière, à part entière. Oui, il doit avoir une permanence. Monsieur Yvou, on reviendra, je pense qu'on aura l'occasion de préparer un plateau pour parler du fonctionnement de la carte CMU. On va parler de la répartition des professionnels de santé, infirmiers, médecins, sur l'ensemble du territoire. Docteur Kofikan, est-ce que cette répartition est optimale? Bon, la répartition du personnel de santé, beaucoup d'efforts, il faut le reconnaître, sont faits par le ministère de la Santé pour répondre aux besoins de la population. Mais il faut d'abord remarquer que la répartition des infrastructures, le personnel de santé est affecté dans les infrastructures. Et donc la répartition des infrastructures, effectivement, est concentrée dans les grands centres urbains. Ça, tout le monde le constate. Mais le ministère fait beaucoup d'efforts pour pouvoir rapprocher la population à au moins 5 km, mettre une structure de santé de sorte que l'accès aux services soit facilité sur l'ensemble du territoire national. Alors, parmi les nombreuses vidéos dont je parlais tout à l'heure, il y en a une aussi qui a marqué parce qui a parlé d'un cas d'un enfant qui avait besoin de soins, et dans l'hôpital en question, c'était à Korogo si je ne me trompe pas, il n'y avait pas de médecin le week-end. Donc là, tout à l'heure, on a parlé de la CMU absente le week-end. Est-ce que c'est normal que les médecins soient absents le week-end? Bon, là, ça dépend. Je ne connais pas le centre, mais en fait, ça dit, il faut s'organiser. Dans chaque structure s'organise en fonction du nombre de médecins. S'il n'y a pas assez de médecins, donc, parce que les jours ouvrables, il faut qu'il y ait un médecin. Et les week-ends, ils font ce qu'on appelle des astreintes. Voilà. Donc quand il n'y a pas assez, ils font ce qu'on appelle des astreintes. Et comme on le dit, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle les problèmes de la réforme hospitalière, en fait, voilà, qui prenait tous ces aspects en compte et tout. Au niveau de la santé même, je vais revenir à la question que vous avez posée à M. Kofi. Au niveau de la santé, il faut dire que c'est vrai que l'État fait des efforts pour que le ratio OMS soit atteint, donc, mais il y a une inégale répartition aussi de la population. Voilà. Je donne un exemple simple terre à terre, c'est-à-dire que si nous sommes 25 millions d'habitants et qu'il y a 10 000 médecins pour le pays, quand on fait le ratio, ça couvre. Mais si à Abidjan Seul a 6 millions d'habitants et 100 médecins, vous voyez que au plan national, le ratio est atteint, mais quand on va dans le fond, il y a un déficit de médecins. Oui, vous comprenez bien. Voilà. Donc il y a toujours un déficit du médecin qui est lié à l'inégalité de la population. Voilà, et tout. Et il y a aussi l'un des problèmes même que tous les syndicats de santé soulèvent, c'est l'application du décret de 1960 qui est relatif à la prime de suggestion, d'astreinte et de garde et tout. Voilà, tout. Donc on demande à ce médecin pourquoi il ne fait pas de garde, mais il couvre tous les jours. Le samedi, week-end, il faut bien qu'il se repose. Et s'il y a une urgence, il vient. C'est comme ça. Et quand il ne vient pas, qu'est-ce qui se passe? Non, il vient. Quand on l'appelle, il vient. Ou il a son téléphone ouvert. Et il peut agir au téléphone à distance. Voilà. Et s'il ne l'a pas fait, dans les cas qu'on a entendus, bon, vous, par exemple, en tant que syndicat, oui, qu'est-ce que vous mettez en place pour ces cas-là?
Pour quel cas d'abord? Pour les cas de personnes qui arrivent à l'hôpital et qui n'ont pas de médecin. Est-ce que vous avez, je veux dire, est-ce que vous prévoyez dans votre organisation de gérer ces aspects-là aussi? Parce que j'imagine que si vous êtes en syndicat, c'est pour pouvoir, bien évidemment, vous organiser vous, mais aussi permettre à ce que tout le système de santé fonctionne normalement. Merci. Actuellement, il y a 400 médecins qui sont en attente d'affectation. Depuis 2009, on a supprimé le concours d'intégration de la fonction publique. Mais je pense que j'ai lu une note de la fonction publique où on leur demande de venir faire une formation en administration de base qu'ils font déjà sur la faculté. Vous voyez, ils font ce cours-là pendant tout le cursus, depuis la licence 2, et même ils terminent encore en 6e année, au niveau doctorat. Mais on leur impose encore ce même concours à la sortie, ce qui a fait qu'il y a 400 personnes qui peuvent bien être affectées pour aller couvrir ce déficit, mais qui sont bloquées par ça. Donc ça, c'est une lutte aussi que le syndicat va déposer sur la table du ministère, afin que nos petits frères qui sont en attente d'affectation puissent intégrer le système et puis aller corriger ces déficits. Voilà. Très bien. Alors, vous avez parlé de formation. On va parler de formation donc du corps médical. En Côte d'Ivoire, vu qu'on se rend compte de plus en plus, et selon les retours des personnes qui se rendent tous les jours à l'hôpital, qu'il y a peut-être un problème au niveau de la formation. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Evo? Pardon, moi je n'oserais remettre la formation en cause. Je pense que les médecins sont bien formés, mais le problème, je pense que c'est une question de probité. Il n'y a pas d'honnêteté dans leur travail. À savoir, quand tu n'as pas d'argent et que tu arrives à l'hôpital, eh ben, on peut te laisser... Je ne veux pas être cru, mais c'est un peu ça. On peut te laisser crever parce que tu n'as pas d'argent. Ils sont formés, mais ils ne veulent pas te prendre en compte, te prendre en compte, te soigner parce que tu n'as pas d'argent. Docteur Akié. Le côté mercantile domine la science qu'ils ont apprise pour nous soigner. Voilà. D'accord. Pour m'arrêter là. Je ne veux pas être offensant envers vous, c'est pas contre vous, c'est contre le corps. Je vous regarde, mais c'est pas contre vous, c'est pas personnel. Voilà. D'accord, merci bien. De mon expérience, je pense que M. Dr Govika aussi en a vécu. En fait, quand il y a ce souci, on pointe tout de suite le médecin. Alors que le médecin, il travaille pour une structure d'État. Vous voyez, il y a des procédures que nous respectons. Quand tu viens à l'hôpital, tu prends ton ticket d'entrée, on te donne une ordonnance, tu vas à la pharmacie, tu payes tes médicaments, tout ça, ça va dans les caisses de l'hôpital. Le médecin n'a rien à voir. Mais quand il y a une urgence, le médecin peut tordre le cou parfois à cette procédure en appelant l'administrateur de garde pour dire « Ah, j'ai une urgence, délivrez-moi des médicaments. » Et ça, on le fait toujours dans mon centre. Délivrez-moi des médicaments pour lever l'urgence de ce monsieur, quitte à donner un mot. Après, ils vont se débrouiller pour faire ce qu'ils appellent le recouvrement. Voilà. Donc, je ne suis pas trop sûr que tout de suite... Mais est-ce que vous pensez que de nos jours, tous ceux qui vont vers cette formation-là, que ce soit pour être médecin, que ce soit pour être infirmier ou assistant médical, ils vont par vocation? Parce que je pense que pour tous les métiers, pour toutes les professions, il faut le faire avec amour. Parce que sans amour, sans vocation, ça ne marche pas forcément, on ne fait pas forcément correctement son travail. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Kofikan? Bien, merci. Nous pensons que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos pays, pas seulement en Côte d'Ivoire, hein, dans presque toute l'Afrique, quand on voit le phénomène, par exemple, de la traversée de la mer, les gens avec les pirogues, voilà, les jeunes gens qui fuient les problèmes pour aller vers l'Occident. Voilà, c'est pour dire qu'en fait, il y a un problème d'infrastructure dans tous les pays. Maintenant, pour revenir à la question de la formation, la vocation. Donc, les jeunes, ceux qui frappent à la porte, soit à l'école de médecine, ils sont orientés, bien sûr, après le baccalauréat. Mais par exemple, pour la formation des infirmiers, des sages-femmes, ça, c'est sur concours. Donc, déjà, le citoyen qui a le baccalauréat, qui va compétir pour être sélectionné,
pour accéder à une école d'infirmiers ou de sages-femmes, vous voyez déjà qu'il y a un filtre là, parce que c'est déjà un filtre. Alors qu'ailleurs, c'est juste une orientation. Vous avez le bac, on vous oriente. Mais là, pour entrer à l'école d'infirmiers, à l'école de sage-femme, il faut d'abord compétir. Donc il y a un premier filtre. Ensuite, quand vous accédez à l'école, vous avez un programme de formation de 3 années. Donc c'est un citoyen qui arrive là et que l'école a mandat de transformer à travers un programme qui va durer 3 années. Et puis au sortir de cette école-là, vraiment, le citoyen, il devient maintenant un professionnel. Voilà. Et donc maintenant, le professionnel, il va maintenant entrer dans la vie active. Et donc, il va arriver dans un environnement de travail. Or, l'environnement de travail doit mettre les moyens à la disposition du professionnel qui a appris la science à l'école. Maintenant, si dans l'environnement, je veux dire, le matériel, le support, le plateau technique ne permet pas, vous comprenez. Donc, c'est pour dire que c'est l'environnement, en fait, finalement, pour revenir à M. Yévo, c'est l'environnement qui conditionne le comportement en fait, du professionnel. Mais est-ce que ça justifie le mauvais comportement entre griffes? Non, je ne suis pas en train de défendre le mauvais comportement, mais je veux dire que généralement, bon, vous avez parlé tout à l'heure de déontologie, bon, en tout cas dans tous les systèmes d'éducation, en tout cas des personnels de santé, en tout cas que ce soit la faculté de médecine, que ce soit les écoles d'infirmiers, de sages-femmes, en tout cas les professionnels sortent avec vraiment le savoir nécessaire, la déontologie nécessaire pour pouvoir vraiment offrir les services de santé. Maintenant, c'est peut-être que le problème qu'il faut poser, c'est un problème de motivation. C'est ce sur quoi il faut mettre l'accent. Or, la motivation, c'est l'environnement de travail qui motive en fait le personnel. Donc, c'est vraiment un problème de motivation. C'est pas parce que les gens n'ont pas la foi ou bien voilà, la bonne volonté. Les gens sont formés pour travailler. Voilà. Vous voulez qu'on les motive encore en leur donnant de l'argent? Non, il faut motiver comment? S'il vous plaît, je ne comprends pas. Je vais vous faire Expliquez-nous, s'il vous plaît. Merci. Le problème de motivation, c'est quoi? C'est comme vous êtes ici journaliste. Oui. Si pendant 30 ans, vous avez seulement qu'à tourner la caméra sans évolution, quand vous faites ça pendant 5 ans, vous voyez que... Voilà. Donc je reviens à vous pour que vous saisissiez ce qu'on appelle la motivation. Mais... J'en viens. Pour dire que le personnel de santé qui travaille à l'hôpital, dans les services de santé, effectivement, dans chaque corps de profession, il y a une certaine émulation dans la carrière. Je prends le cas, par exemple, une sage-femme qui est dans une maternité, si elle passe 30 années là, sans évoluer dans la profession, vous voyez que la routine fait que... Bon, après, quelle est l'option d'évolution, par exemple, pour une sage-femme? Très bien. Bonne question. Voilà, c'est pourquoi je suis venu à cet ouvrage, vous voyez, les 5 escaliers qui sont là. La sage-femme diplômée d'État, elle sort de l'école, elle fait 5 années ici. Après, elle fait un concours professionnel, elle devient sage-femme spécialiste. Ça, c'est le master. Elle fait, bon, quand elle sort, bon, elle finit, elle travaille là 5 ans. Après, elle fait un autre concours, elle arrive, elle fait le doctorat en soins infirmiers. Ensuite, elle va accéder au PhD en soins infirmiers et puis la thèse postdoctorale. Donc, cette évolution permet aux professionnels de se perfectionner, de perfectionner son savoir et donc l'offre de son service. Mais s'il reste juste en dessous de l'escalier 30 ans, et puis pendant ces 30 années, le peu de connaissances qu'il a reçues depuis 30 ans à l'école, est-ce que l'environnement lui permet même de se mettre à jour? Ouais, c'est tout ça que j'appelle la motivation. Vous comprenez? Donc maintenant, si le système de gestion de la carrière, le système de gestion des structures de santé permet aux professionnels de pouvoir évoluer, dans cette évolution-là, le savoir qui est produit va permettre de soutenir l'offre des services. Mais normalement, quand une sage-femme, là on parle de la... On est parti sur l'exemple de la sage-femme, on va rester dessus. Une sage-femme reste au même niveau, on va dire 30 ans comme vous avez dit. C'est quand même 30 ans de carrière, c'est quand même 30 ans d'expérience à avoir reçu des cas différents, à avoir traité plusieurs cas et des cas différents l'un de l'autre. Pourquoi le citoyen qui arrive là, justement, doit être, on va dire, victime du fait que cette dame-là soit là depuis 30 ans et qu'elle n'ait pas évolué? Non, nous ne disons pas que le bénéficiaire des services doit être victime. Non, nous ne le faisons pas, je veux dire. C'est exactement ce que vous dites. Le pauvre malade qui arrive ne doit pas être victime de l'intention carriériste de la sage-femme qui n'a pas évolué pendant 5 ans dans son travail. Est-ce que ces sages-femmes-là sont au courant? Est-ce qu'elles savent qu'il y a moyen
d'évoluer dans leur fonction. À écouter mon voisin, les sages-femmes sont frustrées de ne pas évoluer, donc elles font mal à leur travail. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est ce qu'on comprend, en tout cas, c'est ce que moi je comprends. Non, je veux dire que pour que vous saisissiez, puisque nous sommes tous bénéficiaires, moi-même qui vous parle, je suis bénéficiaire de services de santé. Je ne suis pas juste professionnel de santé, c'est-à-dire quand moi je suis malade, comme vous-même, je vais solliciter le service de santé. Maintenant, c'est pour vous dire que même ici, nous sommes dans un service de communication, oui. Il y a ce qu'on appelle le management. Comment vous appelez votre télévision? Cette info a un manager. Oui. Le manager, il a une politique de gestion de sorte que le journaliste de cette info, au cours de sa carrière, c'est ce qu'on appelle le carburant du travailleur, la motivation. Donc là, on touche du doigt les responsables d'hôpitaux. La même motivation qu'on trouve, par exemple, chez cette info, le même système de motivation, on va le trouver dans un hôpital, ainsi de suite. Donc c'est pour vous dire que je ne suis pas en train de dire que bon, mais la population doit venir en partie de la qualité, mais je veux dire que si nous, qui sommes bénéficiaires des services de santé, nous ne militons pas pour que le système qui emploie les personnels qui nous offrent les services de santé soit motivateur et qu'on cherche juste à lancer la pierre parce qu'on a reçu un mauvais accueil, mais quelle est la cause du mauvais accueil? Vous écoutez, Docteur Aké, je veux ajouter quelque chose, monsieur. Bon, j'ai aimé sa question. En fait, je pense que y a beaucoup de personnes quand même qui sont utilisateurs des services de santé, hein. Mais sur 100 personnes qu'on reçoit par jour, il y a combien qui se plaignent? Très bien. Il y en a combien qui se plaignent par jour? Si on reste sur les réseaux sociaux, oui. Ça fait beaucoup. Je pense qu'on a beaucoup de personnes on a des commentaires, on a eu des centaines et des... Vraiment, je pense que beaucoup de gens se plaignent du système de santé. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans ce commentaire-là, par exemple, on a retrouvé un parent qui est toujours bien traité dans notre hôpital, qui a fait un mauvais commentaire aussi. C'est ça. Et après, juste après, il a appelé un médecin pour dire que mon enfant est malade. Elle lui a dit, viens me trouver, je suis là. Il est venu avec son enfant. Elle a fait bien son travail. Quand elle a fini, elle lui a montré son commentaire. Vous voyez, il y a parfois de la mauvaise foi derrière. Sinon, nous recevons toujours des centaines de personnes par jour et il n'y a que quelques-uns qui se plaignent. Et là aussi, c'est l'expérience de chacun. Je veux dire que peut-être il a visité 20 centres de santé, peut-être en 10 ans. Là, il a relaté peut-être son expérience, sa mauvaise expérience qu'il a vécue sous le commentaire. Je veux dire que c'est un peu ça. Et je vais revenir sur le thème de vocation dont vous avez parlé. Alors, vous savez, la santé, c'est pas comme... je ne sais pas, c'est un domaine qui est particulier. Ça dit, si tu n'as pas de vocation, tu ne peux pas faire un jour dans ce métier. Oui, parce qu'on a reçu des gens qui étaient prêts à mourir. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer. On reçoit des gens qui ont des maladies qui sont au stade terminal, que vous ne pouvez pas supporter si vous n'êtes pas fait pour ce métier. Oui, des cancers au stade terminal. Quand vous les recevez, parfois, vous ne pouvez pas communiquer avec celui qui l'accompagne. C'est un domaine qui est vraiment particulier et qu'on ne peut pas s'asseoir sur les réseaux sociaux pour relater tous les détails. Si vous permettez, docteur, vous êtes formé pour ça. Oui, mais justement... Cette vocation que vous avez, moi, je ne l'ai pas parce que je n'ai pas été formé pour ça. Oui. Vous passez 7 ans à l'université pour ça. Plus que ça. Bon, minimum. Ouais. Donc, vous êtes formé pour ça. Vous devrez être apte à pouvoir assumer ce rôle qui vous est conféré pour... accomplir royalement votre mission. Bien, je vous remercie. Effectivement, c'est ce que nous faisons. Mais comme on le dit, quand nous étions en médecine, on nous a dit qu'on s'en va exercer un métier qui est ingrat. C'est-à-dire, tu vas sauver 100 personnes. Sur 100 personnes, tu vas sauver peut-être 99 personnes. Il y a un qui ne sera pas satisfait et qui va relater ça sur les réseaux sociaux. Et chacun prend et fait son compte. Alors qu'il y a des milliers de personnes qui sont utilisateurs des services de santé et qui ne s'en plaignent pas. Alors, on va parler, vous en avez parlé au début de ce débat, la confiance entre les patients et le personnel de santé. Donc, comment restaurer cette confiance-là quand certains se disent maltraités ou abandonnés d'un côté ou de l'autre? Monsieur Dr Aké? D'accord, merci. Bien, alors, je pense que pour rétablir la confiance, il faut, au niveau des centres de santé, peut-être avoir un service d'écoute.
Voilà. Il faut avoir un service d'écoute. Il faut peut-être avoir un centre où l'usager qui est mécontent puisse aller se plaindre directement là-bas pour éviter ce qui se fait sur les réseaux sociaux qui est de nature à empirer les choses. Ça va créer, si ça continue sur ce chemin, une crise de confiance. Et vous avez vu la dame qui se plaint qu'on a transfusé au négatif alors que son enfant est au positif alors que ça se fait. Oui. Vous voyez, donc il y a une crise de confiance qui va s'installer et agrandir. Et il y a une crise aussi sécuritaire. Parce que les gens, je pense que hier dans l'actualité, le CHU d'Angré a été victime de violence. Je crois qu'il y a un parent qui a cassé, je crois, une porte que j'ai vue dans l'actualité. Voilà. Et tout. Donc il faut qu'il y ait un service d'écoute. Et il faut aussi au niveau du personnel peut-être, parce que nous, avec nos maîtres qui nous ont formés, nous ont beaucoup parlé de la communication. Donc dans notre formation, nous avons beaucoup enseigné la communication. Donc il faut peut-être rétablir, il faut qu'il y ait beaucoup de communication au sein de l'hôpital, mais à la population, il faut vraiment qu'ils soient éduqués. Oui, parce qu'on reçoit de tout. On reçoit des gens qui sont sous des substances, qui vont se poignarder, qu'on reçoit à 2h, 3h du matin, qui viennent avec des armes à l'hôpital. Donc il faut que la population aussi, à son niveau, fasse l'effort. Elle soit éduquée, qu'elle respecte le corps médical et rétablisse aussi leur honorabilité. Voilà, c'est ce que je peux dire pour le moment. Monsieur Yvon? Moi, je pense que avant l'éducation de la population, c'est les services hospitaliers qui doivent se prémunir de services de sécurité pour pallier à ce genre de problème. Des individus lambda ne peuvent pas apparaître dans un hôpital et puis vous agresser. Il faut que vous ayez un service de sécurité pour stopper ce genre d'agression. Ça, c'est un. Nous voulons tout prendre, nous prenons des exemples essentiellement sur la France. Mais en France, c'est comme ça se fait. Il faut, secondo, qu'il y ait un service social pour s'occuper des gens. Moi, ma préoccupation, c'est les gens qui n'ont pas d'argent et qui ont besoin de soins. Comment peuvent-ils s'en sortir? C'est une question fondamentale. Oui, parce que justement, ça revient très fréquemment. On s'est retrouvés à l'hôpital parce qu'on n'avait pas d'argent, on ne nous a pas pris en charge. Exactement. On n'a pas reçu de soins. Comment pallier à ce problème? Comment résoudre ce problème? Comment prendre soin des gens pauvres, quitte à se faire rembourser plus tard par l'État? Il faudrait que l'État y songe et que vous qui êtes les médecins et responsables d'hôpitaux, vous suggériez une possibilité, une solution à l'État afin que la population puisse se faire soigner quand bien même elle soit pauvre, quand bien même elle est pauvre, il faut qu'elle puisse se faire soigner et puis on voit comment rembourser plus tard. La vie n'a pas de prix. Je voulais répondre à sa préoccupation. Bon, pour ça, il y a deux choses. Hein. Il y a d'abord, on va s'inspirer peut-être de l'histoire ancienne, récente. Avant la fermeture de CHU de Yopougon, quand vous arrivez au bureau des entrées, vous allez voir, il y a plein de cartes d'identité qui sont alignées là. C'est-à-dire c'est des gens qu'on a soignés gratuitement et qui devaient revenir après payer. Ils ne sont jamais venus. Ouais. Donc, soigner gratuitement et payer plus tard, ça a été déjà fait. Mais vous avez interpellé l'État pour vous venir en aide? Parce que si ces gens ne peuvent pas payer aujourd'hui, elles auront du mal à payer demain. Non, ils auront du mal à payer demain. Oui. Qui peut pallier à ce problème? C'est l'État. L'État peut vous venir en aide. Voilà, donc je venais. C'est-à-dire, il y a le passé. Le passé, donc les gens bénéficiaient de soins gratuitement. Oui. Ils n'ont pas pu payer. Bon, donc aujourd'hui, avec la couverture maladie universelle, je pense que c'est peut-être une piste de solution, mais là, il va falloir organiser peut-être des états généraux de la santé où le personnel, les administrateurs sont là, le gouvernement est là, et puis la population. Et on pose des vrais problèmes, on trouve des solutions là-bas. Je pense que c'est une mauvaise idée. C'est une piste de solution aussi. Docteur Kofi Kan. Ok, merci. Effectivement, nous sommes au XXIe siècle, et au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, la nouvelle approche des systèmes de santé, c'est de placer la population au cœur de la gestion des systèmes de santé au XXIe siècle. Ça, c'est la nouvelle approche. Et donc, effectivement, en Côte d'Ivoire, il y a la réforme hospitalière avec une loi qui a été prise depuis 2019, pardon. Voilà. Et donc, la mise en œuvre de cette réforme-là va impliquer
dans la gestion des formations sanitaires, par exemple, communautaires, il y a des comités de gestion où la population, n'est-ce pas, souvent c'est en tout cas soit un chef de quartier qui est le président du comité de gestion d'une formation sanitaire dans un quartier, par exemple. Donc ces approches-là qui vont faire que la population elle-même ayant l'œil dans la gestion de la structure, ben, vous voyez que bon, la confiance, hein, tout de suite, va se rétablir parce que la transparence est assurée. Justement, c'était ma prochaine question, c'est quel rôle peuvent jouer les citoyens eux-mêmes voilà. Pour et ça, effectivement, pouvoir rétablir la confiance. Donc, c'est de replacer le citoyen au cœur du système de santé, parce que c'est lui qui est le bénéficiaire. Et même, il est même recommandé que dans les conseils d'administration des hôpitaux, désormais, les citoyens doivent présider. Alors que par le passé, jusqu'à ce jour, on n'a pas encore admis, en tout cas parmi les membres du conseil d'administration des hôpitaux, il n'y a pas de population. Donc dans cette approche où désormais il faut placer le citoyen au cœur, désormais dans les conseils d'administration des hôpitaux, comme ça se fait dans les formations sanitaires, où le comité de gestion est souvent présidé par un membre de la communauté. Donc pour l'instant, c'est que dans les formations sanitaires que ça se passe comme ça. Et dans les conseils d'administration des grands hôpitaux, pour le moment, en tout cas, la population n'a pas encore droit, enfin, ne siège pas encore, voilà, n'est pas encore intégrée. Et donc, c'est avec la nouvelle réforme hospitalière, la nouvelle loi, je pense que la mise en œuvre de cette réforme-là va permettre à ce que le système de santé, en tout cas, puisse intégrer vraiment le bénéficiaire qui est vraiment la population dans tout le processus, dans toute la procédure de gestion, de sorte que mais les attentes puissent être prises en compte dans les décisions, les nouvelles décisions pour la gouvernance des systèmes de santé. Monsieur Yves, c'est la question qui me taraude, c'est comment soigner le pauvre en Côte d'Ivoire? Oui, mais là, il y a une question qui a été posée, c'est le rôle du citoyen dans ce rétablissement de confiance entre le personnel médical et la population. Donc, selon vous, qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau des citoyens? Selon moi, c'est interroger la population pour recueillir des avis. Recueillir ses avis, recueillir ses doléances afin de lui venir en aide. Mais ce qui est important, ce sont les moyens. Alors, quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas se soigner. Alors, on va aller sur les réactions des internautes, justement, par rapport à ce sujet. On en a recueilli 4. Le premier qui dit que le problème, c'est que les gens qui font ce travail-là, la plupart d'entre eux, c'est parce qu'il n'y a pas de travail, donc ils ont passé le concours pour juste travailler. Quelqu'un qui a pour rêve d'être professeur, et c'est ce concours de INFAS qui marche, vous êtes sûr que lui, il va prendre travail là au sérieux? Bon, je lis exactement comme ça a été récupéré sur les réseaux. Donc ce commentaire est de Tiako JB. Deuxième commentaire, augmenter le salaire des soignants, équiper le plateau technique, cours de renforcement des capacités sur la communication et l'accueil en milieu sanitaire des soignants, rendre la CMU effective et fonctionnelle, rapprocher les centres à moins de 5 km des populations, de Kwame Gervais Conan. Troisième commentaire, augmenter de manière consistante le salaire, améliorer les conditions de travail, lutter contre la corruption, Ngolo Seriba Koulibaly. Et le dernier de Serge Olivier, d'abord mettre des caméras partout car ils ont dépassé ceux qui ont sifflé dans leur bouche. Ensuite, on verra. Voilà, donc voilà les différentes réactions des internautes sur la question qui a été posée sur notre page Facebook. Je pense qu'il y en a beaucoup qui rejoignent ce débat-là, donc les soignants, les conditions... Oui. Dans lesquels les soignants travaillent, le plateau technique, la communication, la CMU, voilà, donc la question de la communication. Comment vous songez à rétablir en fait cette communication-là, vous avec votre syndicat et vous avec l'ordre des infirmiers? On va commencer par vous. Oui, merci. Effectivement, c'est très important. Et cette question que vous venez de souligner, la communication. Et nous proposons dans cet ouvrage qui s'intitule L'homéodynamique et les carrières universelles non médicales de la santé, le chapitre 14 propose l'implication des médias dans la politique de santé. C'est-à-dire parmi les journalistes que vous êtes, il y en a qui doivent se spécialiser à la santé
Et c'est ceux-là, par exemple, qui vont prendre l'information sanitaire que détiennent les professionnels pour pouvoir les mettre à la disposition de la population, tel que certains plateaux que vous allez organiser d'éducation et ainsi de suite. Or, aujourd'hui, là, par exemple, sur ce plateau, vous êtes obligé de faire appel à 2 professionnels de la santé. Vous-même, en tant que journaliste, vous n'êtes pas outillé pour donner l'information sanitaire, alors qu'en principe, on devait avoir des journalistes spécialisés dans la santé. Oui, on peut être spécialisé dans la santé, on a des journalistes culturels, mais on n'étudie pas pour devenir médecin. Donc, il y a certaines choses, on est obligé de vous faire appel. L'information sanitaire doit pouvoir être à la disposition du professionnel de la communication. Oui. Voilà, l'information sanitaire. Dans ce sens-là. Voilà, après, je pense pas que l'information professionnelle. Oui. Donc, je pense que normalement, enfin, tous les médias sont ouverts à ça. On reçoit des communiqués des ministères et on les diffuse. Voilà. Je pense donc, nous prévoyons vraiment des interfaces de collaboration professionnels de la santé, journalistes, pour que, par exemple, dans soit des forums ou bien des chroniques scientifiques, voilà, sur des thèmes bien précis, qu'on peut diffuser par exemple dans chaque chaîne, une fois par mois ou bien une fois tous les 3 mois, chaque chaîne a une émission spéciale, une chronique sur un sujet de santé, pour que vraiment on puisse... Mais est-ce que ça pourrait vraiment rétablir la confiance? Parce que je pense que, bon, juste diffuser des informations, je ne crois pas que ça puisse réellement rétablir la confiance entre le personnel soignant et la population. Si je vous fais confiance, c'est parce que j'ai communiqué, j'ai communiqué avec vous, vous m'avez passé vos intentions. À partir de cet instant-là, bon, si j'avais des doutes sur vous, dès lors que nous communiquons, le doute se lève là. Voilà. Donc il faut forcément cette communication-là entre les médias et les professionnels de la santé pour pouvoir mettre l'information sanitaire à la disposition de la population. Très bien. Docteur Aké? D'accord. J'aimerais revenir sur un petit détail, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les centres, il y a un comité de gestion. Il y en a un peu partout, même dans les CHU. Ils ont des comités de gestion dans lesquels siège la population. En tout cas, un représentant de la population. Et pour revenir au message des internautes, ils disent un peu la même chose que nous. Voilà, l'hôpital doit peut-être améliorer sa communication et tout. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est l'éducation de la population elle-même aussi. Voilà. Et quant à l'honorabilité financière, oui. Parce que pour qu'un médecin soit consacré entièrement à la population, il ne faudrait pas qu'il y ait des soucis. Comme l'a dit un ministre, je crois, burkinabé, un ancien un agent de développement burkinabé. Il dit, lui, il aimerait que l'agent de santé qui le soigne n'ait pas de soucis de loyer, n'ait pas de problème financier. Il faut qu'il soit à l'aise pour le soigner. Et que lui-même, en tant que cadre, il n'aimerait pas qu'un pauvre le soigne. Voilà. Oui, c'est ce qu'il a dit. Et tout. Donc, il faut redonner l'honorabilité à ce corps de métier. Si on n'a pas la santé, on n'a pas la vie. Et la personne qui redonne la santé, il faut vraiment le prendre en charge. Voilà. Alors, on va terminer sur un tour de table ce débat-là, mais je pense que, comme Dr Aké a dit, il faut absolument qu'il y ait la confiance entre le personnel soignant et la population, parce que sans médecins, on n'est rien. Sans nous, ils ne sont rien. Donc, quelles sont vos propositions, vous en tant que syndicat, vous en tant que président de l'Ordre des infirmiers de Côte d'Ivoire et vous en tant que citoyen aussi qui utilisez les services médicaux, quelles sont vos propositions pour justement guérir les maux du système de santé en Côte d'Ivoire? On va faire le même tour de table, on va commencer par Dr Aké. D'accord, merci. J'ai 3 petits messages. Premièrement, à l'endroit du gouvernement. Il faut que le gouvernement applique lui-même ses propres décrets qu'ils ont signés. Il faut qu'il applique pour que le personnel médical qui a à cœur de prendre en charge la santé de la population puisse avoir tout le temps de s'y donner. Voilà. À l'égard de la population, il faut vraiment respecter le personnel médical, éviter les questions, éviter l'agressivité, éviter d'aller agresser ce personnel-là, même si l'individu n'a pas eu gain de cause aujourd'hui, à l'instant T où il y a le problème, qu'il pense à avant ou à demain. Parce qu'avant, peut-être, il en a bénéficié, il a eu gain de cause, après, il en aura gain de cause, donc il faut éviter l'agression. Et à l'endroit des médias, j'ai vu une chaîne concurrente qui a fait une émission sur un hôpital, je crois que c'était à Makori,
voilà, qui a présenté le cadre est bien, qui a dit que c'était agréable. Je pense que ce genre de message aussi rassure la population. Donc si les médias aussi peuvent de temps en temps faire des tours de centre de santé et puis aider, comme l'a dit le doyen Kofi Kan, aider à la communication, ça peut aller. Merci. Merci, docteur Ake. Monsieur Yvou? Moi, je pense que l'État doit prendre des décisions coercitives, de manière à ce que tout citoyen ivoirien ou vivant en Côte d'Ivoire ait droit à la santé. Ça veut dire, moi, pauvre, qui vais à l'hôpital, il faut qu'on puisse me soigner